Bonjour et bienvenue dans la première partie de votre formation sur le thème des accords cadres. Je suis Alexandre Domanico, votre formateur. Je vais vous accompagner tout au long de cette formation. Un mot tout d'abord sur le cadre général, c'est l'objet donc de cette première partie. Et les objectifs de cette première partie sont de vous permettre d'appréhender le contexte de l'achat public, d'identifier le cadre réglementaire et doctrinal applicable à la passation des marchés et plus précisément à la passation des accords cadres, connaître les principes fondamentaux de la commande publique et éviter, bien entendu, le risque pénal. Alors, un mot tout d'abord sur la définition des marchés publics. Je le rappelle, les marchés publics sont des contrats. Ne se définissent pas comme une procédure. Tout est finalement marché public, puisque dès le premier euro, dès lors que vous allez dépenser 1 euro pour satisfaire un besoin en fourniture, services ou travaux, eh bien vous allez passer un contrat pour cela, et ce contrat s'appelle marché public. Voilà. Le contrat, qu'est-ce que c'est? C'est un engagement de volonté entre au moins deux personnes. Là, il s'agit de personnes morales. Bordeaux Métropole, bien entendu, personne morale de droit public, et l'opérateur économique qui a été sélectionné, le ou les opérateurs, puisque l'accord cadre permet de référencer un certain nombre d'opérateurs. Donc l'opérateur qui a été référencé, qui est également une personne morale. Ce contrat est source de droits et d'obligations pour chacune des parties. Droit, bien entendu, pour le titulaire d'être payé des prestations qu'il réalise. Obligation également pour lui d'assurer des prestations conformément à ce qui a été défini dans le contrat, dans le marché. Et de la même façon, pour Bordeaux Métropole, le droit, bien sûr, de voir son besoin totalement satisfait, en tout cas dans les conditions qui ont été définies par le marché et auxquelles l'entreprise, le titulaire, a souscrit. On pose souvent la question des pénalités, des sanctions à l'exécution d'un marché. Eh bien, il faut bien comprendre qu'un opérateur n'a pas été contraint de répondre à votre consultation, il l'a fait en âme et conscience, il l'a fait en prenant en considération l'ensemble des contraintes qui pèsent sur l'exécution de son marché, contraintes techniques, contraintes financières. Par conséquent, à partir du moment où il s'est engagé, il vous doit la prestation au tarif initialement défini. Et s'il n'accomplit pas ces prestations, il doit être sanctionné. C'est le respect du principe de bonne utilisation des deniers publics, d'efficacité de la commande publique qui veut ça, et puis aussi c'est eh bien, le respect de l'égalité de traitement des candidats, puisque si on ne sanctionne pas l'opérateur pour non-respect de son contrat, eh bien d'autres opérateurs peut-être auraient pu faire tout aussi bien ou à des conditions peut-être encore meilleures. Voilà, et cela c'est de nature à rompre l'égalité de traitement. Le marché donc est un contrat et est conclu à titre onéreux, donc, comme je vous le disais, c'est-à-dire qu'il prévoit un prix, le paiement d'un prix en échange d'une prestation. Donc ça exige que la prestation soit clairement identifiée, c'est ce qu'on appelle l'unité d'œuvre, et qu'en face il y ait un prix qui lui aussi soit déterminé ou éventuellement déterminable. C'est le cas pour les marchés de maîtrise d'œuvre, où les maîtres d'œuvre qui suivent les marchés de travaux sont rémunérés au moyen d'un forfait établi en pourcentage du coût des travaux. Donc immédiatement le prix n'est pas connu, mais il le sera, quoi qu'il en soit, quand le coût des travaux sera définitivement arrêté, eh bien, le prix du maître d'œuvre sera également connu. Donc le prix n'est pas déterminé, mais il est déterminable. Et les marchés sont des contrats qui sont conclus par écrit. Alors il existe une exonération, vous le voyez, jusqu'à 25 000 euros hors taxe, mais elle est évoquée ici pour mémoire, puisque Bordeaux Métropole, et comme tous les acheteurs de sa taille, ne vont pas utiliser cette souplesse, cette facilité. Il n'en est pas question. On ne voit pas comment vous pourriez, au sein de l'institution, passer des contrats qui ne seraient pas tracés par écrit. Voilà, en fait, ce seuil des 25 000 euros, il est réservé aux tout petits acheteurs, aux toutes petites collectivités qui vont faire quelques achats par an et qu'on ne veut pas submerger avec des formalités en matière de passation ou de rédaction des marchés. Pour rappel, les marchés de travaux ont pour objet l'exécution ou la conception et l'exécution de travaux, c'est-à-dire de construction de bâtiments, rénovation. Il peut s'agir également d'ouvrages d'art, de travaux publics, de construction de routes, de rénovation de routes. Pour définir
Ce qu'est un marché de travaux, eh bien, nous retrouvons une liste qui a été publiée au travers d'un avis, donc publié au journal officiel, au journal officiel de la République française, qui va fixer la liste des activités qui sont considérées comme étant des travaux. Voilà. Donc cette liste va nous éviter de faire des erreurs peuvent être fortement préjudiciables. C'est-à-dire que ça va nous éviter de qualifier un marché qui est normalement un marché de fourniture ou de service en marché de travaux, euh, et donc peut-être de nous éviter de nous tromper de procédure de passation. Les marchés de fourniture, eux, portent sur l'achat, mais également la prise en crédit bail, la location-vente de produits. Donc, même si vous êtes amené à louer, par exemple, un engin, une photocopieuse ou un véhicule, cela demeure un marché de fourniture, puisque vous louez un bien meuble. Et enfin, dernière catégorie, il s'agit des marchés de services qui, eux, ont pour objet la réalisation de prestations de services. On parle de services courants, notamment pour, vous voyez, le nettoyage, le gardiennage, l'entretien d'espaces verts, les prestations de maintenance. Et puis il y a aussi toutes les prestations intellectuelles, notamment la maîtrise d'œuvre, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, euh, la formation, le conseil par exemple. Donc, tout ça sont des marchés de services et les prestations intellectuelles font partie de la catégorie services. Alors, si vous êtes amené à passer à un marché qui comporte à la fois des travaux et des services, ou des travaux et des fournitures, ou un mélange de fournitures et de services, vous ne pouvez pas indiquer qu'il s'agit d'un marché mixte. Il va s'agir forcément, il y aura une dominante dans votre marché, une nature dominante, et il faut l'exprimer. Alors, quelle est la règle? Eh bien, si vous passez à un marché qui comporte à la fois des travaux et des services, ou des travaux et des fournitures, vous devez vous interroger sur la nature principale, sur l'objet principal de votre marché. Il est clair qu'un bâtiment va nécessiter un certain nombre de services et va nécessiter la passation d'achat de fournitures, mais pour autant, cela va demeurer un marché de travaux. La construction de ce bâtiment est un marché de travaux. A l'inverse, si vous achetez un bien d'équipement, je pense par exemple à un groupe électrogène euh, très important qu'il va falloir intégrer dans un bâtiment existant, donc il va falloir peut-être casser des murs, des cloisons, faire des raccordements, en tout cas mettre en œuvre un certain nombre de travaux. Est-ce que ces travaux vont qualifier l'acquisition de votre groupe électrogène en marché de travaux? Eh bien non. Pourquoi? Parce que l'objet principal, c'est l'acquisition d'une fourniture. Les travaux ne sont que l'accessoire. Donc prenez garde à ça. Et la règle pour ce qui est des marchés qui comportent à la fois des fournitures et des services est plus simple à mettre en œuvre. Le mode d'appréciation est plus simple puisqu'il s'agit de considérer les montants. On vous demande en fait d'établir la part principale du marché. Est-ce que ce sont les services finalement qui coûtent le plus cher ou au contraire les fournitures? Et selon ce qui va coûter le plus cher, eh bien, vous pourrez qualifier la nature de votre marché. À présent, nous allons jeter un œil aux règles applicables et à leurs fondements. Alors ces règles, le code de la commande publique que nous appliquons en France, ce code, nous ne le sommes pas imposés comme ça, par hasard, il ne vient pas ex nihilo, il est en fait issu, vous le voyez tout en haut, d'un accord sur les marchés publics. Cet accord sur les marchés publics a été négocié au sein de l'Organisation mondiale du commerce, signé par chacune des parties et transposé, pour ce qui nous concerne, en droit européen. Alors, nous appliquons à ce titre deux directives, la directive 2014-24 et la 2014-25. La 2014-24 concerne ce qu'on appelle les pouvoirs adjudicateurs et la 2014-25 les entités adjudicatrices. Et à ce titre, je vous rappelle que Bordeaux Métropole a les deux casquettes, puisque vous êtes à la fois pouvoir adjudicateur et pour toutes vos activités de transport de personnes, tout ce qui est exploitation des réseaux, je pense au réseau d'eau notamment, eh bien vous avez la casquette d'entité adjudicatrice, ce qui vous donne un certain nombre de facilités par rapport à la directive 24 qui est plus restrictive, notamment par rapport à la durée, par exemple, on le verra, des accords cadres, qui peut être de 8 ans, notamment également par rapport aux seuils, qui sont au double de ce qui sont pour les pouvoirs adjudicateurs, et quant à la possibilité d'utiliser les procédures négociées, qui peuvent être utilisées comme procédures de droit commun sans avoir de justification particulière à donner.
Alors tout ce droit européen a été transposé en droit français, ça a été l'objet des transpositions successives, d'abord en 2015 avec l'ordonnance de 2015, puis le décret d'application de 2016, et le texte qui vient en remplacement de tout ça, c'est le Code de la commande publique, applicable depuis le 1er avril 2019. Ce texte, en fait, transpose, intègre l'ensemble des textes applicables à la commande publique, que ce soit en matière de passation, mais aussi d'exécution de vos marchés. Vous y retrouverez notamment la loi relative à la sous-traitance, tout le dispositif applicable à l'acquisition de prestations de maîtrise d'œuvre, les décrets, les lois et décrets qui étaient relatifs au délai global de paiement. Voilà, on a fait le choix de tout intégrer dans un seul et même texte. Alors, ça présente l'avantage effectivement de simplifier le travail de recherche. Tous les textes, a priori, sont situés au même endroit. En revanche, ça ne rend pas les choses plus simples, puisque cela démultiplie le nombre d'articles en L, partie législative, et d'articles en R pour la partie réglementaire. Alors, je vous ai glissé dans les ressources générales un code de la commande publique commenté. C'est un travail qui a été fait par des étudiants, c'est brillant, c'est vraiment très bien fait. Et dans ce document, en fait, vous avez l'ensemble des textes computés auxquels on a ajouté, c'est-à-dire computés, c'est-à-dire que les textes réglementaires viennent à la suite des textes législatifs. Vous n'avez pas à faire ce travail de va-et-vient, de recherche entre les deux parties, donc ça c'est un confort considérable. Et en plus, vous avez la possibilité de consulter toute la jurisprudence relative aux articles qui sont cités. Donc toute la jurisprudence du Conseil d'État, de la jurisprudence administrative, plus la doctrine administrative est disponible dans ce document. Si vous souhaitez la version officielle, j'ai envie de dire, vous pouvez bien entendu la retrouver sur le site du ministère de l'Économie et des Finances. Euh, tout est en libre accès, tout est téléchargeable directement. Pour ce qui est des objectifs du nouveau droit de la commande publique, eh bien, vous les connaissez. Juste, j'insisterai puisque nous sommes dans un contexte vraiment très particulier qui va nécessiter, eh bien, vous le voyez là dès à présent, des trésors d'imagination, de ressources pour pouvoir faire face. Mais demain, voilà, il va falloir aussi voir les choses différemment, et notamment donc par rapport aux objectifs, privilégier eh bien, la protection de l'environnement, veiller à une meilleure utilisation des ressources, à une plus grande efficacité énergétique, et lutter efficacement contre le changement climatique. Voilà les enjeux de demain, et ce sont des enjeux qui sont à très court terme. Pour continuer, je vous ai fait un petit schéma concernant la distinction entre passation et exécution. Alors bien sûr, un marché public débute d'abord par la définition du besoin. Il vous appartient de recenser ce besoin d'un point de vue technique et d'un point de vue financier, de rédiger dans la foulée le dossier de consultation, c'est-à-dire l'ensemble des pièces contractuelles et le règlement de consultation, en fait, l'ensemble des pièces que vous allez mettre à disposition des entreprises pour que celles-ci puissent vous répondre. Une fois que ce travail de rédaction a eu lieu, eh bien vous allez pouvoir mettre en œuvre votre procédure de passation avec des mesures de publicité, de mise en concurrence, nous verrons. Et grâce à cette procédure de passation, vous pourrez choisir l'offre économiquement la plus avantageuse et rentrer dans la phase d'exécution du marché. Alors voici un schéma qui est propre à Bordeaux Métropole. Vous le voyez, nous retrouvons ici la première étape qui est le recensement et la computation des besoins d'achat. C'est-à-dire qu'il s'agit d'identifier le besoin et de déterminer combien est-ce que ce besoin représente, et en coût cumulé, c'est-à-dire qu'il s'agit de considérer les achats pour l'ensemble de la collectivité, hein, chacun ne faisant pas son contrat dans son coin. En tout cas, il va falloir computer, additionner l'ensemble des dépenses. Ainsi, si vous avez à passer un accord cadre bon de commande pour acquérir des fournitures de bureau, eh bien, il faudra tenir compte des dépenses qui ont déjà été programmées ou effectuées par les collègues. Alors, en fonction justement de cette computation, vous aurez à passer un MAPA, un marché à procédure adaptée, c'est-à-dire que c'est le type de procédure qu'on utilise à partir de 40 000 euros, puisque 40 000 euros est le seuil de procédure. Et il y a des seuils différents, vous le voyez, 90 000 euros qui est un seuil de publicité, 214 000 euros qui est le seuil de procédure formalisée pour les marchés de fournitures et de services, et entre 214 000 euros et 5 350 000 euros
Pour les marchés de travaux, ici il s'agit des marchés de travaux, nous sommes dans la catégorie qui est propre à Bordeaux Métropole, qui est intitulée Giga MAPA. Voilà. Au-delà de ces seuils, nous rentrons dans la catégorie des procédures dites formalisées, c'est-à-dire que le code de la commande publique vous impose un processus particulier à respecter en termes de publicité, de mise en concurrence. Vous n'avez plus les marges de manœuvre dont pouviez disposer pour la passation de votre MAPA. Et les procédures sont limitativement décrites. Il s'agit d'abord de l'appel d'offres, qui peut être ouvert ou restreint, de la procédure avec négociation et du dialogue compétitif. Donc ces trois types de procédures seront mises en œuvre dès lors que le seuil de procédure formalisée sera dépassé, donc plus de 214 000 euros pour les fournitures et services et plus de 5 350 000 euros pour les travaux. Alors comment choisir parmi ces trois procédures? Eh bien tout dépend en fait de votre achat, de ce que vous comptez acheter. Nous verrons les cas d'utilisation. C'est la procédure avec négociation ainsi que le dialogue compétitif dans le code de la commande publique. On a prévu que c'était exactement les mêmes cas d'utilisation. Et ce sont en fait des procédures qui sont utilisées le plus souvent lorsque vous avez des difficultés quant à l'expression du besoin et qu'il apparaît qu'une négociation, une discussion avec les opérateurs est absolument indispensable. L'appel d'offres, au contraire, est une procédure strictement écrite qui ne permet absolument pas la négociation. Donc à mon sens, elle doit être réservée à des achats, des besoins qui sont parfaitement définis, du type fourniture de bureau par exemple. Voilà. Lorsque vous me demandez à l'opérateur que le chiffrage d'un simple bordereau de prix, eh bien l'appel d'offres peut effectivement être intéressant. En revanche, dès lors qu'il va y avoir une, une difficulté quant à la définition du besoin et qu'apparaît le besoin, la nécessité d'une discussion, d'une négociation avec les opérateurs, vous ne devez surtout pas recourir à l'appel d'offres, mais à la procédure avec négociation, le dialogue compétitif. Voilà, donc ces procédures MAPA ou procédures formalisées sont là pour nous permettre d'identifier l'offre économiquement la plus avantageuse, donc le meilleur rapport qualité-prix, et à la suite de quoi, eh bien, vous pourrez notifier le marché au titulaire. Je vous ai fait également un dernier schéma qui reprend un petit peu ce que je viens de vous dire. Donc, une première mesure de publicité au moyen d'une demande de devis, alors ça c'est pour les achats de très très faible montant, ou la publication d'un avis de marché dans les supports officiels tels que le bulletin officiel d'annonce des marchés publics. Et à partir de cette publicité s'enclenche une procédure de passation MAPA en deçà des seuils, donc procédure formalisée ensuite avec l'appel d'offres, la procédure avec négociation, le dialogue compétitif. La procédure nous permet d'identifier la meilleure offre, nous notifions au titulaire son marché et nous rentrons dans la phase d'exécution. Alors c'est évidemment très simplifié, hein, puisqu'il y a de nombreuses étapes qui sont à respecter et à suivre, mais là il s'agit d'un tableau d'ensemble. Les contrats, les techniques d'achat que vous êtes en mesure de mettre en œuvre sont le marché ordinaire, le marché à tranche, et puis bien sûr l'accord cadre à bon de commande ou à marché subséquent. Alors le marché ordinaire doit être réservé au cas où le besoin est parfaitement défini. Ce sont le plus souvent des marchés à forfait. Vous savez exactement ce que vous voulez, vous avez pu établir peut-être des plans, un planning, l'opérateur a répondu sur la base de cette description très précise du besoin et vous a proposé un prix global et forfaitaire. Voilà. L'autre possibilité, c'est le marché à tranches, avec une tranche ferme et des tranches dites optionnelles. Nous sommes dans le même cas que le marché ordinaire, c'est-à-dire que le besoin est parfaitement défini, tout à fait arrêté, sauf que vous ne savez pas, l'acheteur ne sait pas s'il est en capacité d'exécuter l'ensemble des tranches. On a les moyens financiers, techniques d'exécuter la tranche ferme, mais pour ce qui est des tranches optionnelles, eh bien on n'en sait rien. On verra que ces tranches sont, du moins l'affermissement de ces tranches est conditionné par exemple à l'obtention d'une autorisation administrative, un permis de construire par exemple. Ça peut être également le déclenchement d'un financement ou tout simplement une décision politique. Hein. Voilà. Vous n'avez pas de justification particulière à donner quant aux conditions de levée des options. Et quand bien même la condition serait satisfaite, vous n'êtes absolument pas dans l'obligation de lever l'option, vous demeurez tout à fait maître de cet affermissement. À côté de ces formes de marché, nous avons des techniques d'achat que vous connaissez, qui sont l'accord cadre à bon de commande ou à marché subséquent.
Et ça sera l'objet de notre formation. Nous ferons un point très détaillé sur ces différents outils. Un petit mot tout de même sur la computation des dépenses, sur la façon d'apprécier les dépenses et donc la façon de déterminer la procédure applicable lorsque vous passez un marché fractionné du type marché à tranche ou à bon de commande ou à marché subséquent. Vous devez toujours considérer le maximum de votre achat. Si vous passez un marché à tranche, vous apprécierez le montant de la tranche ferme plus les tranches conditionnelles, optionnelles. Si vous passez un accord cadre à bon de commande ou à un marché subséquent, vous devrez toujours considérer le montant maximum de votre achat sur la durée totale du marché. Et si jamais vous comptez conclure un accord cadre sans montant maximum, eh bien d'emblée, vous savez que vous serez dans le cadre d'une procédure dite formalisée. Voilà, on considère que l'absence de maximum nous emmène au-delà des seuils et qu'il n'y a pas la possibilité de faire un MAPA. Il ne sera possible que de faire un appel d'offres ou en tout cas une procédure formalisée. Un petit rappel des principes fondamentaux de la commande publique que vous devez absolument respecter. Alors, trois principes président à la passation de vos marchés: la liberté d'accès, l'égalité de traitement et la transparence des procédures. Donc, ce sont des principes euh, qui s'appliquent quel que soit le montant que vous allez mettre en jeu, en concurrence, que ce soit en MAPA ou en procédure formalisée. La liberté d'accès garantit donc aux opérateurs la connaissance de votre intention de passer le marché, d'où l'importance de la publicité. Attention également à la rédaction de vos cahiers des charges, à ne pas introduire de clauses techniques sur mesure. Pour ce qui est de l'égalité de traitement, faites attention également à vos rapports avec les différents candidats. Veillez à ne pas donner plus d'informations à l'un et d'informations que vous ne communiquerez pas aux autres. Donc, ça, c'est très dangereux. Et enfin, le principe de transparence, c'est-à-dire que vous devez tracer chacune des étapes de la procédure et être en mesure de justifier de vos choix, de vos décisions. Alors ces principes s'appliquent, mais ne sont pas une fin en soi. Hein. Le but que vous poursuivez, les objectifs que vous poursuivez sont la bonne utilisation des deniers publics et l'efficacité de la commande publique. Voilà l'objectif, ou du moins les objectifs. Donc vous devez absolument et toujours veiller à respecter ces deux objectifs-là. Alors comment s'assurer d'une bonne utilisation des deniers publics et comment s'assurer de l'efficacité de la commande publique? Eh bien, en faisant une définition précise des besoins, ça c'est une étape absolument indispensable, en respectant vos obligations de publicité et de mise en concurrence, et puis en faisant aussi preuve de bon sens, parce que si par exemple pour les MAPA à moins de 90 000 euros, vous pouvez utiliser des publications dans les journaux d'annonce légale, eh bien on sait que ces publications sont parfois insuffisantes et qu'il faudrait publier dans un support beaucoup mieux diffusé, tel que par exemple le BOMP, le bulletin officiel d'annonce des marchés publics, qui est publié sur toute la France. Et il vous faudra, in fine, bien sûr, choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, qui n'est pas, vous le savez, l'offre de prix la plus basse. Il s'agit du meilleur rapport qualité-prix. Rapport qualité-prix qui sera choisi en fonction des critères que vous aurez annoncés dans le règlement de la consultation. Alors veillez à bien respecter ces principes, ces objectifs, sans quoi, eh bien, vous risquez d'endosser une responsabilité pénale. Alors cette responsabilité, vous la connaissez, c'est notamment le délit de favoritisme. Hein. C'est le délit que l'on peut le plus souvent constituer, commettre, et des fois même par inadvertance, juste par erreur, par méconnaissance de la règle. Néanmoins, ce type de comportement est lourdement sanctionné. Vous le voyez, il s'agit d'une sanction de 2 ans qui peut aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 200 000 euros d'amende. Alors quelles sont les situations susceptibles de constituer un délit de favoritisme? Je vous ai donné quelques exemples, quelques cas qui ont donné lieu à du contentieux et à des condamnations pénales d'acheteurs et surtout de représentants d'acheteurs, hein, d'élus, mais pas que, aussi il y a des agents qui ont été sanctionnés. J'en retiendrai en particulier deux, trois qui sont les plus communément constitués. Le fractionnement du marché, hein, le fait de ne pas suffisamment computer les dépenses, et dans un but avéré bien de saucissonner la commande, c'est-à-dire de tronçonner le besoin en morceaux, en bouts, afin de ne jamais atteindre les seuils de mise en concurrence et être
constamment, soit en deçà des seuils de mise en concurrence, soit dans la catégorie MAPA, et jamais en appel d'offres. Les clauses techniques sur mesure, ça évidemment, hein, c'est le cas typique aussi, quand vous rédigez vos marchés, la tentation est forte parfois de faire des copier-coller d'anciens dossiers ou de propositions commerciales par exemple. Donc veillez toujours à ce que l'ensemble des fournisseurs puissent accéder à la commande, puissent répondre à votre marché. Sans quoi, eh bien, cela va créer une situation de rente d'ailleurs au profit des opérateurs, une situation qui forcément vous pénalise. Hein. Vous êtes tout à fait perdant dans ce cas-là. Et cela empêchera les autres opérateurs de se positionner. Voilà. Donc faites bien attention à ça. Le plus simple étant sans doute de rédiger son cahier des charges en termes de fonctionnalité et de décrire non pas le produit que vous souhaitez acheter, mais en fait le besoin qui est à satisfaire. Voilà. Attention également aux divulgations privilégiées d'informations, donc là aussi les échanges qu'on peut avoir assez informels par email, par téléphone, tout ça c'est à proscrire à partir du moment où vous êtes en phase de mise en concurrence. Tous les échanges se font via la plateforme et uniquement via la plateforme. Autre délit qui est susceptible d'être constitué, c'est la prise illégale d'intérêt. Attention, il peut arriver que dans les consultations que vous suivez, auxquelles vous participez, participe une entreprise dans laquelle vous détenez des intérêts qui sont peut-être patrimoniaux, hein, ou tout simplement familiaux ou même amicaux. C'est-à-dire concrètement que l'entreprise appartient à une personne que vous connaissez bien, qui est quelqu'un que vous côtoyez régulièrement, alors la famille bien sûr, mais aussi les amis. Dans ce cas-là, vous devez absolument vous déporter de la procédure, sortir de cette procédure, en signalant votre risque de conflit d'intérêts, alors sans indiquer bien entendu avec quelle entreprise vous risquez de constituer ce conflit d'intérêts, pour ne pas la défavoriser. Mais il faudra vous signaler et demander à votre N+1 d'être déporté de la procédure. Voilà. Un simple email peut suffire, email dont vous conserverez la copie, bien entendu, pour faire connaître votre potentiel conflit d'intérêts. Attention, le délit de prise illégale d'intérêt est sévèrement sanctionné. Nous sommes à 5 ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende. J'ai cité quelques exemples, je vous laisserai y jeter un œil par vous-même. Et enfin, alors un délit qui est plus rarement commis parce qu'il est vraiment, il faut le préméditer, celui-ci, hein, c'est le délit de corruption passive ou de trafic d'influence, et qui est sévèrement sanctionné, hein, 10 ans d'emprisonnement, 1 million d'euros d'amende, et il s'agit pour la personne incriminée en échange d'une rémunération, de versement d'argent, de cadeaux, et pas des petits cadeaux, hein, il ne s'agit pas du calendrier de fin d'année, eh bien, d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un certain nombre d'actes en vue de faire en sorte que l'entreprise obtienne le marché. Voilà, je vous ai cité quelques cas, quelques situations qui ont donné lieu à des condamnations. Vous voyez des commissions de 20% tant qu'à faire, des paiements de voyage, des versements d'argent, des cadeaux de grande valeur. J'insiste sur le fait de recevoir un stylo, un goodies en fin d'année, à moins que ça ne soit un Mont Blanc et que vous les recevez par paquet de 10, tous ces petits cadeaux, entre guillemets, ne font pas de vous des gens corrompus et éligibles au délit de favoritisme, hein, au délit de corruption, pardon. Voilà, quelques exemples. Et enfin, un délit que malheureusement vous êtes souvent amené à commettre, qui est le faux, hein, le faux à l'écriture publique, en particulier dans la gestion des accords cadres à bon de commande, nous y reviendrons, notamment au titre des commandes par équivalence. Donc là, attention, vous risquez jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende. Donc, nous en reparlerons dans les prochaines vidéos. Voilà, je vous invite à remplir le petit QCM et puis éventuellement à me poser des questions si vous le souhaitez au travers du forum. Je vous dis à très vite. Bonne formation.